La mer Baltique baigne les côtes de 9 pays d'Europe du Nord et est reliée à l'océan Atlantique par des détroits extrêmement étroits. Bien qu'elle ne puisse rivaliser avec la mer Noire ou la mer Méditerranée en superficie, la mer Baltique n'a absolument rien à leur envier en ce qui concerne le nombre de peuples vivant sur ses côtes, son importance pour l'économie mondiale, son rôle dans la formation du climat régional, ainsi que le nombre d'événements historiques qui se sont déroulés dans ces eaux agitées. Bonjour à tous! Aucune autre mer sur la Terre ne cache autant de mystères que les eaux froides de la mer Baltique. Si vous en doutez, prenons le temps d'examiner ne serait-ce qu'une petite partie des nombreux mystères cachés dans cette mer unique. Bienvenue sur Perduchan. Alors, commençons sans plus attendre. La mer la plus jeune. La première particularité de la mer Baltique réside dans sa jeunesse. D'un point de vue géologique, cette mer se situe sur l'une des parties les plus anciennes de la plaque eurasienne, le bouclier phénoscandien. Bien que cette croûte terrestre elle-même soit incroyablement ancienne, avec environ 1,8 milliard d'années, l'apparition d'une mer à cet endroit remonte à une époque très récente à l'échelle géologique. Il y a entre 40 et 50 millions d'années, l'endroit où cette mer allait apparaître était couverte de forêts de conifères. La résine qui s'écoulait des arbres tombés s'infiltrait dans le sol, puis, au fil d'un très long processus, se transformait en ambre, avant d'être transportée plus tard vers différentes régions par les glaciers. C'est pour cette raison que cette région a ensuite reçu le nom poétique de mer d'ambre. Pendant les périodes glaciaires, d'immenses masses de glace exerçaient une pression énorme sur la croûte terrestre, provoquant un affaissement important du terrain. Cet effet a été particulièrement marqué lors de la dernière période glaciaire, il y a environ 20 000 ans. Lorsque ces glaciers ont commencé à reculer, l'eau s'est accumulée dans les dépressions qu'ils avaient laissées derrière eux, formant progressivement l'ébauche de l'actuelle mer Baltique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le tracé général du littoral actuel ne s'est stabilisé qu'il y a environ 4 000 ans. Imaginez un instant, à cette époque, des civilisations avancées prospéraient déjà en Égypte, tandis que les premiers États commençaient à émerger autour de la Méditerranée, alors que la mer Baltique, à peine libérée des glaces, restait encore un monde sauvage et intact. Un carrefour animé. Ainsi, en seulement environ 4000 ans, cette mer désolée et inhabitée s'est couverte de nombreuses routes maritimes actives, au point de reléguer dans une certaine mesure le monde méditerranéen à l'arrière-plan. Alors, pourquoi cette mer froide et rude du Nord a-t-elle fini par surpasser, d'une certaine manière, une Méditerranée plus chaude et plus clémente? Voilà le premier grand mystère historique. Bien sûr, la mer Baltique n'est pas devenue immédiatement une mer de commerce active. Les premiers à entreprendre l'exploration et la mise en valeur de cette mer furent les anciens Romains. Ils appelaient cette mer la mer des Suèves, en référence au peuple germanique local des Suèves. Pour une raison inconnue, les Romains de l'Antiquité pensaient que la mer Baltique était directement reliée à la mer Noire et, dans leur description, ils regroupaient ces deux espaces maritimes en une immense étendue qu'ils appelaient l'océan Sarmate. Comme pour compliquer davantage le travail des historiens, les Allemands, les Suédois, les Finlandais et les Danois appelaient cette mer la mer de l'Est. Pourtant, pour exactement la même raison géographique, les Estoniens ont donné à cette mer de l'Est le nom inverse de mer de l'Ouest. Selon les époques et les peuples, cette même mer Baltique a aussi porté de nombreux autres noms. La mer des Varègues, la mer de Wollin, la mer du Sel et bien sûr, la mer d'Ambre. Cela dit, durant les premières phases de son développement, le nom de mer des Varègues était probablement le plus approprié. En effet, les premiers à dominer cette région maritime furent les navigateurs scandinaves varègues. C'est à travers la mer Baltique que passait la célèbre route commerciale appelée la route des Varégo-Grecs, qui formait un axe maritime essentiel pour le commerce et les opérations militaires entre la Scandinavie, l'Europe orientale et l'Empire byzantin. La mer Baltique a toujours servi de passage reliant différentes cultures. Au Moyen Âge, la mer Baltique s'est transformée en une sorte de mer intérieure du commerce européen. L'un des acteurs majeurs de cette époque fut la Ligue hanséatique, formée par les villes du nord de l'Europe. Cette période de commerce relativement pacifique a ensuite laissé place, entre le XVIe et le XVIIe siècle,
à une époque de rivalité entre grandes puissances comme la Suède, le Danemark, la République des deux Nations et la Russie. La mer Baltique a alors cessé d'être uniquement un espace commercial pour devenir aussi une scène militaire et politique. Cette dimension militaire et politique a continué à jouer un rôle majeur pendant les 2 guerres mondiales, transformant les eaux froides de la Baltique en théâtre de nombreux combats et tragédies maritimes. Même après la guerre, la région est loin d'être devenue paisible. La mer Baltique était partagée entre 2 blocs opposés, le pacte de Varsovie, dominé par l'Union soviétique, et l'OTAN. En réalité, cette confrontation continue encore aujourd'hui, même si son ampleur a diminué. La différence, c'est que l'Union soviétique, qui occupait autrefois la position centrale, a aujourd'hui été remplacée par la Russie. Malgré cela, jusqu'au déclenchement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, ces tensions n'avaient pas sérieusement freiné l'expansion rapide du transport par conteneurs, le développement des réseaux de ferries et l'extension des infrastructures logistiques modernes. Aujourd'hui, la mer Baltique constitue une route essentielle reliant les pays d'Europe du Nord et d'Europe orientale à l'océan Atlantique, permettant l'exportation de ressources énergétiques ainsi que le transport de minerais, de céréales, de bois et de nombreuses autres marchandises. Selon les données de l'Union européenne, le volume du transport maritime à courte distance en mer Baltique a atteint 285 millions de tonnes en 2023, soit environ 18% du total européen dans ce secteur. Est-ce vraiment une mer ? Du point de vue des hydrographes, la mer Baltique est un hybride tout à fait unique, situé quelque part entre une mer et un immense lac. Cela vous paraît étrange ? Pourtant, il n'y a rien d'étonnant à cela. Il suffit de se rappeler qu'il y a à peine 10 000 ans, les vagues d'un immense lac d'eau douce venaient doucement battre les rivages, là où se trouve aujourd'hui la mer. Plus tard, après avoir été reliée à l'océan mondial, cette masse d'eau douce a commencé peu à peu à devenir plus salée, mais le temps écoulé reste encore insuffisant. C'est pourquoi la salinité actuelle de la mer Baltique n'est que de 6 à 8%, soit environ 1/5 de la moyenne mondiale des océans, qui atteint 35%. Cet équilibre est maintenu grâce aux nombreux fleuves au débit important qui s'y jettent, notamment la Neva, la Vistule, la Daugava et bien d'autres encore. En parallèle, les détroits reliant la mer Baltique à la mer du Nord sont très étroits, ce qui limite fortement l'entrée d'eau océanique plus salée. Grâce à cet environnement très particulier, des espèces d'eau douce et des espèces marines coexistent dans la mer Baltique. Cependant, cet écosystème hybride est extrêmement fragile et réagit avec sensibilité aux moindres changements. Si l'on ajoute à cela la présence de zones dépourvues d'oxygène, on comprend à quel point l'étude de cet écosystème marin est complexe. Ces zones privées d'oxygène, appelées zones mortes, constituent à la fois une caractéristique fascinante de la mer Baltique et l'un de ses plus grands mystères. L'origine exacte de ces régions où l'oxygène est presque totalement absent n'a toujours pas été entièrement élucidée. L'explication par l'antrophisation et le faible brassage des eaux paraît logique, mais on ne comprend toujours pas clairement pourquoi ce phénomène a pris une telle ampleur précisément dans la mer Baltique. Ces zones s'étendent généralement entre 70 et 100 mètres de profondeur, où, pour diverses raisons, les masses d'eau se mélangent très peu avec les couches superficielles. En conséquence, du sulfure d'hydrogène, des substances toxiques et des produits issus de la décomposition de matières organiques s'y accumulent progressivement. Évidemment, dans un tel environnement, la plupart des formes de vie ne peuvent pas survivre. Pourtant, ce phénomène possède aussi un aspect positif. L'absence d'oxygène favorise la conservation des squelettes d'organismes tombés au fond, tout en transformant ces profondeurs en véritables capsules temporelles qui préservent épaves et traces du passé. Grâce à sa faible salinité, et plus encore à son manque d'oxygène, la mer Baltique est devenue un lieu exceptionnel, comparable à une immense réserve de musées historiques. Dans ses profondeurs reposent des centaines d'épaves conservées, allant des navires vikings aux bâtiments de guerre des 2 guerres mondiales. De plus, les targets marins, ces mollusques qui dévorent habituellement complètement les épaves dans les océans, sont presque absents de la mer Baltique. Grâce à cela, les restes de navires et leurs cargaisons peuvent rester pratiquement intacts pendant des siècles. Incroyable, n'est-ce pas ? Si le Titanic avait coulé ici plutôt que dans l'Atlantique, l'histoire de ces derniers instants aurait probablement pu être reconstituée avec beaucoup plus de précision. Pourtant, même sans le Titanic,
La mer Baltique a attiré l'attention de nombreuses reprises grâce à ses phénomènes inexplicables et ses découvertes mystérieuses. Parmi tous les mystères cachés dans cette mer, il n'est pas facile de choisir ceux qui sont les plus étranges et fascinants. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous intéresser à quelques-uns des événements qui ont provoqué les réactions les plus marquantes. L'objet anormal de la mer Baltique. Cet objet a été découvert en 2011 au fond du golfe de Bothnie, près des îles Åland, par l'équipe suédoise Ocean X-Team. À une profondeur de 87 mètres, un sonar a détecté un étrange objet circulaire d'environ 60 mètres de diamètre, qui ressemblait à un disque d'OVNI typique. Mais pourquoi se trouverait-il à une telle profondeur ? Certains chercheurs amateurs de théories du complot ont suggéré qu'un véhicule extraterrestre aurait subi un accident avant de sombrer au fond de la mer où il aurait trouvé sa fin. Selon eux, un sillon caractéristique de 300 mètres de long, s'étendant sur le fond marin jusqu'à l'objet, constituerait la preuve de cette hypothèse. Des études plus approfondies ont révélé que cet objet était composé de roches d'origine glaciaire et présentait une forme ressemblant à un champignon, avec une base d'environ 60 mètres de diamètre et une hauteur d'environ 8 mètres jusqu'à sa partie supérieure. Sa partie supérieure, autrement dit son chapeau, mesure environ 4 mètres de haut. Sa surface est marquée par plusieurs dépressions allongées et régulières, dotées de parois verticales parfaitement droites. Les croquis et photographies de l'anomalie de la mer Baltique donnent effectivement l'impression de voir soit un vaisseau spatial, soit une structure rappelant le célèbre site de Stonehenge. Les partisans de l'hypothèse extraterrestre affirment que les équipements de navigation cessent de fonctionner correctement à proximité de cet endroit. Toutefois, les rapports scientifiques ne mentionnent aucun dysfonctionnement d'équipement, et les journalistes ayant relayé cette histoire se contentent généralement de citer des propos attribués à des participants des expéditions d'exploration. De son côté, le géologue Volker Brücher, de l'Université de Stockholm, rejette catégoriquement toute implication d'extraterrestres ou d'OVNI. Selon lui, cet objet possède une origine géologique parfaitement explicable. D'après ce chercheur, les échantillons prélevés sur l'objet sont constitués de roches tout à fait ordinaires, comme du granit, du gneiss ou du basalte. Des fragments rocheux transportés sur des milliers de kilomètres par les glaciers peuvent parfois prendre des formes étranges. Bien entendu, ce scientifique ne dit rien au sujet des prétendues pannes des équipements de navigation. Pourtant, les partisans de la théorie des armes secrètes nazies se sont immédiatement emparés de ce fait. Ils pensent que cette structure aurait été utilisée par l'Allemagne nazie afin de brouiller les communications radio des sous-marins ennemis. Selon eux, après la guerre, cet appareil de brouillage aurait été détruit et ses concepteurs auraient également disparu. Bon, cela paraît déjà un peu plus crédible qu'une histoire d'OVNI, n'est-ce pas ? Après tout, on continue encore aujourd'hui à retrouver de nombreux vestiges datant de la Seconde Guerre mondiale dans la région de la mer Baltique. Le mystérieux mur de pierre. D'ailleurs, parmi les hypothèses concernant l'origine de l'anomalie de la mer Baltique, certains pensent aussi qu'il pourrait s'agir d'un élément d'une ancienne installation de défense côtière qui aurait fini submergé pour une raison inconnue. En revanche, concernant le mystérieux mur de pierre, presque plus personne ne doute aujourd'hui qu'il s'agisse d'une structure ancienne, et surtout qu'elle a bien été construite par des humains de notre planète. Ce mur de pierre, long de 971 mètres de haut et d'environ 50 cm, a été découvert au fond de la mer, à environ 21 mètres de profondeur, à une dizaine de kilomètres au large de Rerik, en Allemagne. Au départ, comme pour l'anomalie de la mer Baltique, les scientifiques pensaient que ce mur composé de 1673 pierres empilées était lui aussi d'origine glaciaire. Selon cette hypothèse, le front d'un glacier en mouvement aurait poussé pierres et rochers en une seule ligne. Cependant, cette théorie ne correspondait pas à la direction du déplacement des glaciers et contredisait aussi le fait que le mur soit anormalement rectiligne. Les analyses au radiocarbone réalisées sur des matières organiques découvertes à proximité ont montré que ce mur remonterait à une période comprise entre 10 000 et 8 500 ans avant aujourd'hui. À cette époque, cette région se trouvait au-dessus du niveau de la mer. Puis, avec la montée du niveau des océans, cette structure a été submergée jusqu'à se retrouver à sa profondeur actuelle de 21 mètres. À partir de ces nouvelles données, les chercheurs ont proposé que ce mur ait pu être construit par des chasseurs préhistoriques de rennes.
Toutefois, compte tenu de sa faible hauteur, il semble peu probable qu'il ait servi d'obstacle physique empêchant réellement le passage des animaux. Il est plus probable que ces chasseurs préhistoriques aient compris que les ongulés, comme les cerfs, ont tendance à suivre des éléments linéaires du paysage et qu'ils aient utilisé ce comportement pour construire cette structure. Ainsi, les rennes avançant le long du mur auraient été guidées directement vers des pièges préparés à l'avance. Cette hypothèse paraît effectivement assez convaincante. Mais alors, pourquoi n'a-t-on trouvé de murs sous-marins similaires qu'à cet endroit précis du fond de la mer Baltique ? Peut-être que la tribu la plus ingénieuse de toute la planète vivait simplement dans cette région. Les trésors des épaves. Comme nous l'avons déjà évoqué, dans la mer Baltique, même les navires en bois peuvent se conserver pendant des siècles. La faible salinité et le manque d'oxygène créent un environnement presque idéal pour cela. C'est pourquoi le fond de la mer Baltique ressemble moins à un simple cimetière de navires qu'à une archive exceptionnelle, où l'histoire maritime de différentes époques est restée enfermée telle qu'elle. Ce qu'on y découvre, ce ne sont pas des trésors au sens classique du terme, mais plutôt des navires incroyablement bien conservés et les objets qu'ils transportaient. Par exemple, des navires de guerre suédois des XVIe et XVIIe siècles, comme le Mars ou le Kronan, fournissent suffisamment d'informations pour reconstituer avec précision les flottes de leur époque, depuis leur armement jusqu'à la vie quotidienne à bord. Des dizaines de milliers d'objets ont été remontés de ces épaves, mais leur véritable valeur ne réside pas dans leur quantité, mais plutôt dans leur remarquable état de conservation. Une épave datant de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle, connue sous le nom d'Okan Skip, le navire inconnu, était conservée dans un état tellement exceptionnel que les chercheurs l'ont qualifié de véritable capsule temporelle. Sa structure, son équipement et même une partie des objets de la vie quotidienne ont survécu, offrant des indices précieux sur les débuts de l'époque des grandes découvertes. La mer Baltique porte aussi des pages particulièrement tragiques de l'histoire. Le Wilhelm Gustloff était un paquebot allemand mis à l'eau en 1937. Le 30 janvier 1945, il a été coulé lors d'une attaque menée par un sous-marin soviétique. Plus de 9000 personnes ont perdu la vie, faisant de ce naufrage la catastrophe maritime la plus meurtrière de l'histoire de la navigation. Certaines théories affirment que le navire transportait de l'or pillé, ainsi qu'une partie de la chambre d'ambre emportée du palais Catherine. Malgré ces rumeurs de trésors, cet endroit reste avant tout un lieu de mémoire et son accès est aujourd'hui restreint. En résumé, la mer Baltique est étudiée de façon assez approfondie, mais elle reste loin d'être une mer simple à comprendre. Plus nos connaissances progressent, plus l'image d'ensemble semble devenir floue. Le travail des chercheurs est donc loin d'être terminé, et beaucoup d'histoires nouvelles et fascinantes nous attendent encore. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, au revoir.